Le jour où ma belle-fille m'a appelée sorcière devant tous ses invités était le même jour où j'ai découvert que je détenais le pouvoir de reprendre ma vie. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand je croyais encore que l'amour familial était une garantie, pas un privilège qu'on peut vous retirer d'un claquement de doigts. Ce soir-là, dans le salon que j'avais décoré avec tant de soin pour mon fils et sa famille, l'assiette s'est fracassée sur le parquet en chêne avec un bruit qui résonne encore dans mes souvenirs. Les éclats de porcelaine ont volé dans toutes les directions, comme les fragments de ma dignité. Vous êtes une vraie sorcière, avait-elle crié, ma belle-fille, devant 8 invités médusés. Ses amis, figés avec leur verre de champagne à mi-chemin des lèvres, assistaient au spectacle de ma propre humiliation. Mon fils, Marc, mon précieux fils pour qui j'avais sacrifié tant d'années, se tenait là, muet. Pas un mot, pas un geste. Ses yeux évitaient les miens avec la lâcheté de celui qui choisit la paix conjugale plutôt que la justice filiale. À 63 ans, après une vie entière consacrée à élever des enfants qui n'étaient pas tous les miens, après avoir joué la belle-mère parfaite, la grand-mère dévouée, la veuve digne, je me tenais au milieu de ce salon, entouré de silence et de regards gênés. Les murs semblaient se refermer sur moi. L'air sentait encore le parfum trop sucré de Sandrine et cette odeur me donnait la nausée. Je suis parti sans un mot. Mes talons claquaient sur l'allée pavée que j'avais moi-même fait installer il y a 15 ans, quand cette maison était encore notre cocon familial. Maintenant, elle était devenue leur territoire, et moi, j'étais l'intruse. Cette nuit-là, seule dans ma petite maison au volet bleu, je me suis assise à ma table de cuisine en formica. Les mêmes carreaux de faïence que j'avais posés avec mon mari défunt témoignaient d'une époque où je croyais que la famille était éternelle. Mes mains tremblaient encore de l'humiliation. 63 ans de vie, et voilà où j'en étais, écarté comme un meuble encombrant. Le lendemain matin, Françoise, ma voisine et confidente depuis 20 ans, a frappé à ma porte avec un café et son franc-parler habituel. « Simone, ça suffit. Tu laisses cette petite peste te marcher dessus depuis trop longtemps. » Elle s'est installée face à moi, ses yeux bleus perçants. « Qu'est-ce qui te retient de lui dire ces 4 vérités? » Mes petits-enfants, ai-je murmuré. Si je me brouille définitivement avec Sandrine, je perdrai Léa et Thomas. Françoise a secoué la tête. Tu es en train de les perdre de toute façon. Ils te voient accepter l'inacceptable. Quelle leçon tu leur donnes? Ces mots m'ont suivi toute la semaine. J'errais dans ma maison comme un fantôme, évitant le téléphone qui ne sonnait plus, évitant les photos de famille qui me narguaient depuis leur cadre doré. C'est en montant au grenier pour chercher de vieilles affaires à donner que ma vie a basculé. Derrière une pile de cartons poussiéreux, mes doigts ont trouvé une enveloppe Kraft que je ne me souvenais pas d'avoir rangée là. L'écriture de mon notaire, Maître Dubois, était encore lisible malgré les années. Mon cœur s'est accéléré quand j'ai reconnu l'entête. Ces documents concernaient la maison de Marc. Je me suis assise sur un vieux coffre en bois et j'ai lu. Puis j'ai relu. Mes mains se sont mises à trembler, mais cette fois, ce n'était plus de l'humiliation. C'était de l'incrédulité, puis de la révélation, puis de quelque chose qui ressemblait dangereusement au pouvoir. La maison où vivait Marc, Sandrine et mes petits-enfants m'appartenaient toujours légalement. Dans le chaos qui avait suivi la mort de Pierre, mon mari, j'avais complètement oublié de finaliser le transfert de propriété. 5 ans plus tard, alors que tout le monde, y compris moi, croyions que la maison était à Marc, les papiers officiels racontaient une toute autre histoire. J'ai fermé les yeux et j'ai senti un sourire étrange étirer mes lèvres. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus la victime impuissante. J'étais la propriétaire légale de leur petit royaume. Mais le destin n'en avait pas fini avec ces révélations. 2 semaines plus tard, Françoise est arrivée chez moi avec une expression que je ne lui connaissais pas. Gênée, presque honteuse. « Simone, je dois te dire quelque chose. Tu ne vas pas aimer. » Elle s'est installée, a refusé le thé que je lui proposais. Hier après-midi, en rentrant de mes courses, j'ai vu Sandrine. Elle n'était pas seule. Mon sang s'est glacé. Comment ça, pas seule?
Avec un homme. Pas Marc. Un type plus jeune, en costume. Ils s'embrassaient sur le parking du centre commercial. Le silence qui a suivi était si dense que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale que Pierre m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Sandrine trompait mon fils. Cette femme qui m'humiliait, qui me traitait comme une quantité négligeable, qui empoisonnait mes relations avec mes petits-enfants, cette femme détruisait aussi le mariage de Marc. « Tu en es sûr ?» ai-je demandé, même si la réponse se lisait dans ses yeux compatissants. « Certaine. Et Simone, ça fait des mois que ça dure. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans ma maison en réfléchissant. Les pièces que j'avais habitées pendant 40 ans me parlaient différemment. Chaque objet, chaque photo, chaque meuble témoignait d'une vie de dévouement, de sacrifices consentis, d'amour donné sans compter. Et voilà où cela m'avait mené, trahi par celle que j'avais accueillie comme une fille, abandonnée par le fils que j'avais élevé. Le lendemain, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu au centre commercial. J'ai attendu 3 heures dans le café face au parking, avec un livre que je ne lisais pas et un thé qui refroidissait. Et puis je les ai vus. Sandrine et son amant, enlacés contre une BMW noire. Mes mains ont trouvé mon téléphone. Clic, clic, clic. Chaque photo était un clou de plus dans le cercueil de son mensonge. Ce soir-là, assise à ma table de cuisine, j'ai écrit la lettre la plus importante de ma vie. Chaque mot était pesé, chaque phrase ciselée avec la précision d'un chirurgien. Je n'écrivais pas par vengeance. J'écrivais pour la vérité, pour la justice, pour reprendre ma place dans ma propre famille. Chère Sandrine, commençait la lettre, il est temps que nous ayons une conversation d'adultes. J'ai détaillé les preuves de son infidélité. J'ai joint les photos. Puis j'ai révélé la vérité sur la maison, qu'elle vivait chez moi, sous mon toit, avec mes petits-enfants, et qu'elle m'y traitait comme une étrangère indésirable. Tu as le choix, écrivais-je. Soit tu mets fin à cette liaison et tu commences à me traiter avec le respect qu'une belle-mère mérite, soit j'informe Marc de tout et j'entreprends les démarches légales pour récupérer ma propriété. Tu as 48 heures pour décider. J'ai signé Simone, pas grand-mère ou belle-maman. Juste Simone. La femme que j'avais oublié d'être. Glisser cette enveloppe sous leur porte à l'aube était l'acte le plus terrifiant et le plus libérateur de ma vie. Mes doigts tremblaient en la poussant dans la fente. Le papier a disparu dans l'obscurité de leur entrée comme un secret qui demandait enfin à être révélé. 24 heures plus tard, elle était à ma porte. Sandrine, défaite, les yeux rouges, plus du tout la femme arrogante qui m'avait humiliée. « Comment avez-vous su » a-t-elle balbutié. « Peu importe comment j'ai su. La question, c'est « qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Elle a tenté de nier, puis de minimiser, puis de rejeter la faute sur Marc. « Il ne me comprend pas. Il travaille tout le temps. Vous ne savez pas ce que c'est. » Les excuses classiques de ceux qui se font prendre la main dans le sac. Sandrine, les jeux interrompus d'une voix que je ne me connaissais pas, ferme et calme à la fois. Tu vis dans ma maison. Tu élèves mes petits-enfants sous mon toit. Tu as 43 ans, tu es assez grande pour assumer tes choix. Son visage s'est décomposé quand elle a réalisé que je ne bluffais pas. Cette maison qu'elle considérait comme sienne, ce territoire qu'elle défendait si jalousement contre ma présence, lui échappait soudain. 3 jours plus tard, Marc a sonné chez moi. Son visage portait les traces d'un homme qui venait de voir son monde s'effondrer. « Maman, il faut qu'on parle. » Nous nous sommes retrouvés au parc municipal, sur le banc où je l'emmenais enfant nourrir les canards. L'ironie du lieu ne m'échappait pas. Face à l'étang qui reflétait les premiers bourgeons du printemps, j'ai tout dit. La maison, l'infidélité, ma lettre, mes preuves. Il a pleuré. Mon fils de 38 ans a pleuré comme un enfant dans mes bras. « Pardon, maman. Pardon pour tout. » « Marc, ai-je murmuré en caressant ses cheveux comme quand il était petit, tu n'as pas à t'excuser pour elle. Mais tu dois me promettre quelque chose, ne plus jamais laisser personne me traiter comme ça. Plus jamais. » Le lendemain,
Marc et les enfants sont venus s'installer chez moi avec leurs valises. Léa et Thomas couraient dans les couloirs en riant, redécouvrant la maison de leur grand-mère. Le son de leurs pas résonnait comme une mélodie oubliée. Sandrine a menacé de poursuites, d'avocats, de bataille pour la garde. Mais quand son avocat a vu les preuves de l'adultère et les documents de propriété, il lui a conseillé de négocier discrètement. Le divorce a été difficile, surtout pour Léa et Thomas, mais nous avons tenu ensemble. 6 mois plus tard, ma maison a retrouvé sa âme. Les rires des enfants résonnent dans l'escalier. Marc cuisine le dimanche matin, comme son père le faisait. Nous avons nos rituels, nos habitudes, notre paix reconquise. J'ai fait une chose qui m'a surprise moi-même. J'ai transféré légalement la maison à Marc. Cette fois, pour de bon. Il avait besoin de se reconstruire sur des bases saines, pas sur le pouvoir que je détenais sur lui. Un mardi après-midi, alors que je rentrais de mon cours de peinture, oui, à 64 ans, j'ai découvert que j'avais des talents cachés. Sandrine attendait devant ma porte. Amaigrie, les traits tirés, mais différente. Plus humble. « Simone, est-ce que je peux vous parler ?» Elle m'a raconté sa thérapie, ses questionnements, son travail bénévole auprès d'adolescents en difficulté. « J'étais jalouse de vous, a-t-elle avoué. Jalouse de votre place dans le cœur de Marc, de l'amour que vous portent les enfants. J'ai cru qu'en vous diminuant, je grandirais. » Je l'ai écouté sans l'interrompre. Sa sincérité semblait réelle, mais la méfiance reste. Certaines blessures guérissent, d'autres laissent des cicatrices permanentes. Aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En arrivant au centre communautaire où j'anime des ateliers de peinture murale pour des jeunes en décrochage scolaire, j'ai découvert que Sandrine avait rejoint l'équipe de bénévoles. Elle travaille avec les adolescentes en difficulté, partageant son expérience des erreurs et du pardon. Mon premier réflexe a été de fuir. Partir. Abandonner ce projet qui me tient tant à cœur. Mais en regardant ces jeunes peindre leurs rêves sur les murs gris du quartier, j'ai compris quelque chose d'essentiel, je ne fuirai plus jamais. Cette Simone qui se laissait écraser, qui avalait les humiliations par amour mal placé, cette femme-là est morte le soir où l'assiette s'est brisée. La nouvelle Simone, celle qui écrit ces lignes, tient sa place. Elle ne cède pas son territoire. Elle ne se fait plus petite pour rassurer les autres. Elle ne mendie plus l'affection qu'on devrait lui donner naturellement. Quand Sandrine m'a aperçu hier, nos regards se sont croisés à travers la cour du centre. Elle a esquissé un sourire hésitant. Je lui ai répondu d'un hochement de tête poli mais distant. Nous travaillons désormais dans le même lieu, guidés par la même volonté d'aider, mais les règles ont changé. Je ne suis plus sa victime, elle n'est plus ma bourgeoise. Nous sommes 2 femmes qui ont appris, chacune à sa façon, le prix de la dignité perdue et retrouvée. Ce week-end, Thomas m'a aidé à planter de nouveaux rosiers dans le jardin. Ses petites mains couvertes de terre me rappelaient celles de son père au même âge. « Grand-mère », m'a-t-il dit en levant vers moi ses yeux si semblables à ceux de Marc, « pourquoi papa et maman se sont séparés ?» J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, les adultes prennent des décisions qui font du mal aux gens qu'ils aiment. Ton papa et moi, on t'aime très fort, toi et ta sœur. Ça ne changera jamais. Il a hoché la tête avec cette sagesse troublante des enfants qui grandissent trop vite. Moi, je préfère quand on habite chez toi. Ça sent bon la tarte aux pommes et tu nous laisses dessiner sur les murs du garage. Le soir même, en regardant Marc border ses enfants dans leur nouveau lit, j'ai mesuré le chemin parcouru. Cette maison résonne à nouveau de vie authentique. Plus de tension permanente, plus de regards en coin, plus de silence lourd de reproches non dits. Marc s'est assis avec moi sur la terrasse, face au jardin où Pierre et moi avions planté notre premier cerisier il y a 40 ans. « Maman, comment tu as fait pour supporter tout ça si longtemps ?» J'ai cru que l'amour suffisait, ai-je répondu en regardant les étoiles apparaître une à une. J'ai cru qu'en donnant toujours plus, en me faisant toujours plus petite, j'obtiendrais la paix. J'ai confondu amour et soumission. Et maintenant? Maintenant, je sais que l'amour véritable exige du respect.
que la famille n'est pas un prétexte pour accepter l'inacceptable. Et que parfois, il faut savoir claquer la porte pour qu'elle se rouvre sur de meilleures bases. Cette histoire pourrait se terminer ici, sur cette note de réconciliation et de sagesse retrouvée. Mais la vie, la vraie vie, ne s'arrête jamais proprement. Hier, en sortant de mon cours d'aquarelle, oui, après la peinture murale, je me suis découvert une passion pour les paysages marins. J'ai croisé Sandrine qui accompagnait une adolescente vers le centre. Elle portait cette expression concentrée de celle qui aide vraiment, pas de celle qui joue un rôle. Nos chemins se sont croisés une seconde. Simone, a-t-elle dit simplement. Sandrine, ai-je répondu sur le même ton. Nous avons continué notre route chacune de notre côté. Pas d'embrassade, pas de réconciliation hollywoodienne. Juste deux femmes qui ont appris à se respecter à distance. Parfois, c'est suffisant. Ce matin, en préparant le petit déjeuner pour Marc et les enfants, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je ne me vengeais plus. Cette colère sourde qui m'habitait depuis des mois s'était muée en quelque chose de plus constructif. J'avais retrouvé ma voix, ma place, ma dignité. Pas en écrasant quelqu'un d'autre, mais en cessant de m'écraser moi-même. À 64 ans, j'ai redécouvert qui était Simone quand personne ne lui demandait d'être mère, belle-mère, grand-mère ou veuve. Simone était une femme qui aimait peindre, qui savait conseiller les jeunes, qui avait une force tranquille qu'elle avait oubliée dans des années de dévouement mal dirigé. Mon téléphone vient de sonner. C'est Léa qui m'appelle de l'école pour me raconter sa journée. Sa voix joyeuse traverse le combiné comme un rayon de soleil. Grand-mère, tu sais quoi? Maîtresse a dit que mon dessin de notre maison était le plus beau de la classe. Raconte-moi tout, ma chérie. En l'écoutant, je regarde par la fenêtre de ma cuisine les rosiers que nous avons plantés avec Thomas. Les bourgeons commencent à éclore. Comme moi, finalement. Il n'est jamais trop tard pour fleurir à nouveau, pour revendiquer sa place au soleil, pour apprendre qu'être grand-mère ne signifie pas disparaître en tant que femme. Cette maison est redevenue un foyer. Pas parce que j'en détenais les papiers, mais parce que j'ai cessé d'y mendier ma place. La différence entre ces deux réalités, c'est tout l'espace qui sépare la soumission de la dignité. Et quand Marc me demande parfois si je regrette d'avoir gardé le secret si longtemps sur les documents, je lui réponds que chaque chose arrive en son temps. J'avais besoin de cette humiliation pour comprendre ma valeur. J'avais besoin de toucher le fond pour rebondir plus haut. Le printemps s'installe dans mon jardin et dans ma vie. Demain, j'irai au centre avec mes pinceaux et mes couleurs. Ces murs que nous décorons avec les jeunes, ils racontent des histoires de renaissance, de seconde chance, de beauté qui naît du chaos. Parfois, en rentrant le soir, je passe devant l'ancienne maison. Sandrine y vit encore seule, en location maintenant. Les volets sont souvent fermés. Je ne ressens plus de colère en la voyant, juste une forme de pitié détachée. Elle a perdu une famille. Moi, j'ai retrouvé la mienne, et plus important encore, je me suis retrouvé. Cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de ce moment où l'on cesse d'accepter l'inacceptable, où l'on découvre que la dignité ne se négocie pas, où l'on comprend qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se sacrifier sur l'autel de sa tranquillité. À tous ceux qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans cette femme écrasée que j'étais, votre voix existe. Votre place dans ce monde n'est pas négociable. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour reprendre ce qui vous appartient, votre respect, votre dignité, votre droit d'exister pleinement. Parfois, la plus belle revanche, c'est simplement de cesser d'être une victime.